Il est 8h52 sur RMC et BFM TV. La rentrée du 9-10, c'est tout de suite aussi sur BFM TV. 10 septembre, on en parlait à l'instant avec vous Mathilde Panot. Est-ce que ce sera les nouveaux gilets jaunes? Quel avenir pour le mouvement citoyen qui est aussi accompagné désormais par la gauche? C'est une ancienne gilet jaune qui sera avec nous sur le plateau du 9-10. François Bayrou qui fait sa rentrée aujourd'hui, conférence de presse à 16h. Il veut s'attaquer aussi aux avantages des politiques et il mandate pour ça René Dosière, un ancien sénateur qui sera en direct avec nous donc entre 9h et 10h. Est-ce que les politiques doivent trembler pour leurs privilèges? Et puis je vais recevoir aussi l'une des voix du judaïsme en France, la rabbine et philosophe Delphine Horviller. Elle sera mon invitée tout à l'heure à 9h30. Elle lance l'alerte face à ce qu'elle appelle la banalisation de l'antisémitisme, voire même un antisémitisme qui est carrément devenu tendance. Le 9-10, c'est donc tout de suite, mais on commence avec le journal, puisque désormais vous serez avec nous tous les matins pour un rappel des titres. Nargis Hadji. À la une, Nargis, ce sont ces images spectaculaires d'un accident d'hélicoptère. Absolument, c'était hier soir dans le Finistère. Cet hélicoptère bombardier d'eau alors qu'il intervient sur un incendie qui menaçait une habitation et tente de remplir son récipiendant. Eh bien, vous le voyez, il ne parvient pas à décoller et finit par retomber dans l'étang de la commune. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. Écoutez le témoignage d'une personne présente sur les lieux au moment de l'accident. Après la vidéo, il y a un ami à moi qui prend son paddle et qui commence à aller jusqu'à les voir. Ils sont sortis du truc, ils ont dit on n'est pas blessé et tout va bien. Du coup, il y a des gens qui ont été les chercher. Et le Premier ministre tiendra sa conférence de rentrée cet après-midi à 16h et suivez notre édition spéciale sur BFM TV dès 15h. François Bayrou qui tente toujours de convaincre sur son plan d'économie à 44 milliards d'euros pour l'année prochaine. Face à la menace de censure brandie par la gauche mais aussi par le Rassemblement national. Et face aussi à cette menace de blocage du pays le 10 septembre. Et vous, qu'attendez-vous de ces annonces? Romain Ethuin, vous êtes à Lyon. Que vous ont dit les Français que vous avez rencontrés? Bien écoutez, je pense qu'on peut dire que les Lyonnais que l'on a pu rencontrer depuis ce matin avec Damien Charton sont assez unanimes. La plupart des Français sont bien opposés à cette mesure phare de ce plan d'économie, à savoir la suppression de 2 jours fériés, pour l'instant fixés aux dates du lundi de Pâques et du 8 mai. Voilà, un sondage est sorti ce week-end indiquant que plus de 8 Français sur 10 y étaient opposés. Ils voyaient une sorte d'impôt déguisé, impôt qui peut tout de même rapporter plus de 4 milliards d'euros d'économie à l'État qui souhaite faire 44 milliards d'euros d'économie au total. Mais on le disait justement, ces Lyonnais, ils ne comprennent pas forcément cette mesure, ont l'impression de payer pour les autres. Écoutez-les. Qu'ils trouvent des solutions efficaces et que pour le coup, ça ne pénalise pas les Français qui travaillent. Comme des millions d'entre nous qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler dur. C'est vraiment porter atteinte aux droits qui ont été acquis et c'est vrai que ça ne passe pas. Il y a d'autres solutions, de meilleures solutions. Voilà, s'ils réfléchissaient un petit peu plus tous ensemble à avoir effectivement des bonnes voies à prendre et faire des choix un peu plus humains, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Voir un peu ce qu'il annonce, comment il se défend, comment il justifie toutes les annonces sur le budget. Essayer de réduire la dette, je pense qu'elle augmente d'année en année et finalement on essaie juste de l'atténuer, mais en fait je pense qu'on n'arrivera jamais à la réduire. Donc voilà, vous l'avez entendu, les Lyonnais, ils sont vraiment au taquet. Ils attendent vraiment de savoir ce que va dire le Premier ministre pour cette conférence de presse cet après-midi à 16h. Conférence de presse qui, on le rappelle, va se tenir dans un contexte explosif sur fond de menaces de censure d'une part et de blocage total du pays qui est annoncé sur les réseaux sociaux pour la rentrée. Merci beaucoup Romain Ethuin et Damien Charton qui vous accompagnent derrière la caméra. Et la colère de Paris qui convoque l'ambassadeur des États-Unis en France. Le diplomate accuse Emmanuel Macron de ne pas en faire suffisamment dans la lutte contre l'antisémitisme, quelques jours après des accusations similaires de la part de Benyamin Netanyahou. Des commentaires jugés inacceptables par le Quai d'Orsay. Antoine Lard, l'ambassadeur Charles Kouchner n'est pas n'importe qui, c'est un très proche du président des États-Unis.
Oui, Charles Kushner fait vraiment partie du clan Trump. Son fils est marié à Ivanka Trump, la fille du président américain. Il est fidèle, il est loyal, il a aussi donné beaucoup d'argent à la campagne. Tout cela lui a valu d'être récompensé avec ce poste d'ambassadeur en France, alors même qu'il n'a aucune expérience diplomatique. C'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier. Aujourd'hui, en tout cas, Charles Kushner, c'est la voix du président Trump à Paris. Et le timing de cette charge contre Emmanuel Macron ne doit rien au hasard. C'est clairement un coup de pression, alors que fin septembre, le président français va reconnaître officiellement la Palestine comme un État. Et ça ne plaît pas du tout à l'administration Trump, qui est très proche de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est furieux contre la France. Charles Kushner, comme Netanyahou, dit que la reconnaissance d'un État palestinien encourage les extrêmes et l'antisémitisme. Alors c'est pas la première fois que Washington s'en prend à la France sur ce sujet. Marco Rubio, le chef de la diplomatie, est déjà monté à plusieurs reprises au créneau. Il dénonce une insulte aux victimes du 7 octobre. Il faut s'attendre à des pressions de plus en plus fortes au cours des prochaines semaines et la convocation de l'ambassadeur américain risque d'envenimer encore un peu plus la situation. Et première nuit en prison pour le principal suspect dans l'affaire des cadavres retrouvés dans la Seine. L'homme sans domicile fixe, âgé de 24 ans, a été mis en examen pour 4 meurtres, avec l'hypothèse de crime homophobe pour les enquêteurs. 11 jours après la découverte de 4 cadavres à Choisy-le-Roi. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, vous retrouvez Apolline dans De 9 à 10. C'est la rentrée du 9-10, Apolline, de 9 à 10. On a beaucoup de choses à se dire. On a beaucoup de choses déjà à se dire. Je peux vous dire que pendant les quelques secondes à l'instant du générique, vous étiez déjà tous en train. Alors qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on regarde devant. Et oui. Regarde, Laurent, c'est là. Elle est où ta caméra? Juste là. Voilà. Là. Manu, t'as tenté ou pas la caméra? C'est laquelle? Oui, mais moi je débute dans le métier, vous savez. Il faut me laisser un peu d'adaptation. C'est un petit nouveau. Emmanuel Le Chypre et Laurent Neumann, bien sûr. Neila Latrousse qui nous accompagnera presque tous les matins. Presque. Enfin, vous étiez à l'heure aujourd'hui. À votre disposition. C'est une nouvelle année. Mais je suis souvent à l'heure. C'est la rentrée. À mon heure. Elle est souvent à son heure. À la rentrée, on est toujours à l'heure. Voilà, c'est ça. On verra si ça suit. Et puis on accueille ce matin Sabrina Agresti-Roubache. Je vous ai connue ministre. Oui. Je vous connais désormais entrepreneuse dans l'intelligence artificielle et vous êtes l'ancienne secrétaire d'État à la citoyenneté, puis à la ville. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Vous avez d'ailleurs une langue marseillaise. Marseillaise. Et on est très heureux de partager aussi votre regard aujourd'hui. On accueille une ancienne gilet jaune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous, Priscilla Ludowski, parce qu'on se souvient de vous comme l'une des figures des Gilets jaunes. Et pourquoi j'ai voulu vous recevoir ce matin? Parce qu'on dit beaucoup que ce qui nous attend le 10 septembre est peut-être un mouvement d'une forme de gilet jaunisation de la France. Qui de mieux qu'une des leaders du mouvement des Gilets jaunes pour nous dire si effectivement vous ressentez la même colère, si vous voyez des similitudes, si vous ressentez cela. Et puis votre regard aussi, je vous ai souvent reçu et c'est un plaisir de vous accueillir, Vincent Jarousseau. Vous êtes photographe et documentariste et vous avez longtemps travaillé justement sur les Gilets jaunes, mais vous vous êtes aussi intéressé au vote de colère, notamment au vote du Rassemblement national dans le nord du pays. Vous avez rencontré et accueilli les témoignages d'un grand nombre d'électeurs RN, de travailleurs qui vous ont dit les raisons, vous venez plutôt de la gauche, mais vous vouliez comprendre les raisons de leur vote RN et vous allez nous dire ce qu'ils vous racontent et ce qu'ils vous disent aussi aujourd'hui. On parlera aussi tout à l'heure de François Bayrou qui fait sa rentrée, c'est à 16h aujourd'hui, enfin sa rentrée, il s'est jamais vraiment arrêté. Non, pas de enfin vacances. officiellement. Lui, il n'a pas pris de vacances, contrairement à d'autres. À 16h, donc il va tenter de défendre à la fois son budget, mais aussi, il faut le dire, son gouvernement. Plus de 80% des Français qui sont opposés aux 2 jours fériés. Est-ce qu'il va reculer? Est-ce que c'est même peut-être une stratégie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la stratégie du leurre? En mettre un peu trop dans la balance pour pouvoir en enlever? Je vois votre petit regard, Laurent Neumann. Oui, vous vous demandez s'il n'y a pas déjà un peu de ça. C'est une sorte de... C'est pas la seule hypothèse. Hein. Ben oui, si. Non. On va... Si. Ça y est, ils sont déjà pas d'accord. Je recevrai aussi tout à l'heure à 9h30 l'une des voix du judaïsme en France, la rabbin, philosophe Delphine Horviller. Après cet été que les Juifs de France qualifient d'un été du tournant où il y a eu pratiquement toutes les semaines un nouvel acte antisémite avec cet arbre d'Ilan
Ilan Halimi qui a été tronçonné, avec ses enfants qui ont été refusés, semble-t-il, dans un parc d'attractions. Il faut se réveiller, ne pas baisser les bras. Voilà ce que nous dira Delphine Horviller tout à l'heure, son témoignage donc à 9h30. Mais je voudrais d'abord commencer avec ce sondage, 63% des Français qui disent soutenir le blocage du 10 septembre. Vous êtes une ancienne gilet jaune, c'est vous que j'ai envie d'entendre d'abord, Priscilla Ludowski. Est-ce que cet appel-là a pour vous est-ce que vous ressentez, est-ce que vous entendez, est-ce que vous voyez quelque chose du début des Gilets jaunes? Oui. Forcément, ça me rappelle 2018 parce que c'est un mouvement qui a émergé sur les réseaux sociaux, d'une base citoyenne, une colère légitimement exprimée, je pense, face à des décisions, ou en tout cas annoncées, des décisions injustes et qui vont toucher le quotidien. Donc oui, ça me rappelle fortement le mouvement des Gilets jaunes. Vous y serez, vous, le 10 septembre? Alors, j'y serai plutôt le 13 parce que on est en pleine semaine et le 13, il y a une manifestation qui se prépare. Ça me frappe ce que vous dites. Je ne sais pas si vous m'avez écouté sur RMC ce matin, mais vous ne pouvez pas être partout. Hein. Manu, vous êtes un pied sur RMC, un pied sur BFM. Mais les témoignages que j'ai reçus ce matin à l'antenne d'RMC, notamment de travailleurs, j'ai eu un soudeur, je le disais tout à l'heure avec Mathilde Panot, mais qui disait, mais attendez, moi, le 10 septembre, c'est un mercredi, quoi. C'est un mercredi, j'ai un seul salaire pour élever seul mon fils dans le foyer. Je ne peux pas me permettre. Les Gilets jaunes, c'était le soir. Et c'était le samedi. C'est aussi ce que vous disent notamment ces travailleurs modestes que vous interrogez, avec qui vous êtes régulièrement en contact. Ce que je peux dire déjà, c'est que on en parle beaucoup dans les entreprises. Moi, j'ai le témoignage, par exemple, d'Angélique, qui est préparatrice de commandes dans une entreprise de pharmaceutique dans le nord de la France, qui me dit, avec un personnel très féminin autour d'elle, où on fait les 3-8 et tout le monde parle du 10. Alors, tout le monde parle du 10, de l'appel du 10, mais pas nécessairement de la date du 10. Et c'est vrai que initialement, c'est un appel qui est lancé sur TikTok par une personne seule. Hein. C'est vraiment, ça vient des réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça tombe un mercredi. Et pour le coup, c'est vrai que c'est ce qui peut un peu différencier. Mais vous y croyez pas, du coup? Moi, disons que le 10, je le vois comme un aspect de la colère et comme différents mouvements qui bougent actuellement dans le pays. On a les syndicats aussi qui lancent un appel. Mais véritablement, effectivement, l'étincelle que je vois, au même titre que l'augmentation de la taxe sur les carburants en 2018 avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes, la véritable étincelle, même si c'est un chiffon rouge, je suis d'accord avec vous, c'est la question évidemment de la suppression des 2 jours fériés qui n'est pas acceptée évidemment. Ils vous disent quoi, Priscilla, vos anciens camarades? Qu'ils soutiennent et qu'ils vont se mobiliser plutôt sur le terrain en manifestant parce qu'ils ne croient pas tellement au boycott, parce que c'est compliqué de ne pas consommer, de ne pas retirer tout. Ce sont des actions que j'ai entendues et c'est pour ça, certainement, c'est un mercredi qui a été choisi, parce que l'idée c'était de rester chez soi et de contester par le retrait de soi-même, de son travail et de la vie quotidienne, enfin de la vie consommation. Et donc du coup, beaucoup de personnes qui se mobilisaient pendant le mouvement des Gilets jaunes se disent mais en fait on va soutenir, mais en fait on va aller se mobiliser un samedi, et le samedi 13, il y a une grosse manif à Bercy à 13h. Et je pense que ceux qui n'ont pas pu se mobiliser dans le cadre du 10 septembre vont peut-être se reporter sur le samedi. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire du boycott. Manu. Non, il faut quand même pointer quelques différences majeures. Les Gilets jaunes, il y a quand même un terreau commun au départ qui est fondamentalement cette colère d'automobilistes. Parce qu'on l'a dit, il y avait effectivement la taxe carbone, il y avait les 80 km/h, le contrôle technique, ça devenait plus compliqué, la carte grise, c'était plus cher, les amendes pour stationnement, c'était plus cher. Et donc, il y avait un peu cette cristallisation autour de, entre guillemets, un petit peu cette France populaire qui avait l'impression d'être matraquée par la France d'en haut, qui ne comprenait pas son quotidien. Et puis, moi, je voulais insister sur un deuxième point, c'est que les grands mouvements sociaux, les vraies révoltes sociales, paradoxalement, c'est plutôt dans les moments où l'économie va bien. Et en 2018, on est plutôt dans un moment où l'économie va bien, le chômage baisse, on baisse même les impôts en 2018. Ce que vous voulez dire, c'est que là, les Français, ils n'ont pas les moyens. Et là, ils n'ont pas les moyens de tout arrêter. Ce que je veux dire, c'est que les Français, oui, ils sont en colère. Et ils sont déjà en déconsommation. Ils sont en colère, mais par-dessus tout, ils ont peur. En tout cas, et ils n'ont jamais eu aussi peur. Je vous cite un chiffre que je trouve très passionnant. Oui, un chiffre qui est très emblématique. Vous savez que tous les mois, l'INSEE demande aux Français, est-ce que vous pensez qu'il est plutôt opportun d'épargner ou de consommer? Jamais la réponse, il est opportun d'épargner, n'a été aussi élevée
élevé depuis 1972. C'est-à-dire que quand vous regardez l'historique de l'INSEE, ça commence en 1972 et jamais les Français n'ont dit on a envie d'épargner. Et chez les chefs d'entreprise, vous avez un peu la même prudence. Donc on est sur des consommateurs et des chefs d'entreprise qui réduisent la voilure sérieusement. Moi, ce que je viens d'entendre de ce que vient de dire Priscilla et Vincent, c'est que les récupérations politiques, notamment version Jean-Luc Mélenchon, sont totalement à côté de la plaque. Parler de grève générale le 10 septembre, j'entends justement qu'il n'y aura pas de grève générale. Écoutez ce qu'elle dit, Mathilde Panot, qui était donc mon invitée ce matin. Et j'observe que depuis que nous avons appelé à rejoindre et à aider ce mouvement populaire, eh bien beaucoup d'autres s'y ont mis. Tous les anciens partenaires du nouveau Front populaire appellent eux aussi à s'y joindre. Il se trouve qu'il y a des fédérations de syndicats qui appellent à s'y joindre. Et donc, la je CGT crois que est pour l'instant assez prudente. Oui, il y a des fédérations cette CGT semaine qui appellent déjà, mais on verra ce que disent les syndicats, effectivement. Et si les syndicats, comme nous le souhaitons, appelaient à faire une grève générale à ce moment-là, alors nous aurions un mouvement qui peut-être pourrait être écouté dans le pays. À côté de la plaque, c'est ça ce que vous dites, Laurent? Oui, Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas rêvé à parler d'un appel à la grève générale le 10 septembre. Or, ce que j'entends, c'est que ceux qui travaillent, ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, un mercredi, jour de semaine, ils n'ont pas envie de faire grève. Par contre, une autre manifestation qui aurait lieu un week-end, on se souvient, les Gilets jaunes, ça n'a pas démarré en une journée, ça a mis beaucoup de temps, ça a duré très longtemps, mais au début, c'était extrêmement circonscrit, puis ça a pris de l'ampleur. Mais l'idée que des responsables politiques puissent se greffer sur un mouvement populaire, à mon avis, c'est le pire service à rendre à ceux qui, légitimement, sont en colère contre les mesures que ça prenne à prendre le gouvernement. Oui, mais l'intérêt d'un...